Bienvenue dans le monde électrique. Depuis un siècle, il nous entoure. Les téléphones, les réfrigérateurs, les ventilateurs, les rasoirs, les fers à repasser, les moules à gaufres, les radios, les téléviseurs. Il faut le savoir, tous émettent autour d'eux des champs ou des ondes invisibles qui nous traversent en permanence. Ce qui fait dire à certains chercheurs que l'homme est actuellement le cobaye de la plus vaste expérience scientifique jamais réalisée. Ceci est une bobine, c'est la sonde qui est sur l'appareil. Et cette sonde va nous permettre de mesurer le champ magnétique alternatif, pas le champ continu, uniquement l'alternatif émis par différents appareils électroménagers ou différentes sources, comme une ligne à haute tension, etc. Tous les courants électriques génèrent autour d'eux ce qu'on appelle des champs. Ces champs sont indétectables par nos sens et pourtant capables, dans certaines conditions, d'affecter notre santé. Il y a toujours autour d'un courant deux champs étroitement liés, un champ électrique et un champ magnétique, sans qu'on sache encore lequel des deux nous affecte le plus. On sait que le champ électrique est assez facilement diminué par les matériaux qu'il rencontre, tandis que le champ magnétique traverse tout, ce qui en fait le suspect idéal. Pour faciliter le transport du courant, l'électricité qui nous entoure est alternative, c'est-à-dire que le courant change de sens 50 fois par seconde. Un cycle par seconde s'appelle un Hertz, 50 fois par seconde c'est 50 Hertz. L'ensemble des champs électriques et magnétiques issus du courant vibre donc perpétuellement à la fréquence de 50 Hertz. Et c'est cette fréquence, cette oscillation constante qui semble affecter nos cellules et nos organes parce qu'eux-mêmes oscillent ou vibrent sur des fréquences proches. Nous avons ici un sèche-cheveux, qui est un accessoire que la plupart des gens utilisent, même les hommes aujourd'hui, mais surtout les femmes, elles l'utilisent plusieurs fois par jour parfois. Et cet appareil, eh bien, nous allons voir qu'il émet une certaine quantité de champ magnétique. Donc, voilà, nous le mettons ici au maximum, et nous voyons qu'à 15 cm, nous avons ici 96 milligauss, ce qui est quand même important. L'intensité du champ magnétique se mesure généralement en Gauss. La plupart des champs magnétiques artificiels de notre environnement font moins d'un Gauss et se mesurent en millièmes de Gauss ou milligauss. Ce sont des champs faibles, mais pas forcément inoffensifs. La dose nocive varie en fonction de la durée d'exposition. Sur l'estimation de cette dose, les avis divergent considérablement. Pour une exposition de 24 heures, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 1 Gauss, soit 1000 milligauss, tandis que certains spécialistes estiment qu'un risque existe à partir de 2 milligauss. Entre ces deux valeurs extrêmes, chaque pays décide ses propres normes. J'ai un rasoir électrique courant et j'approche la bobine de ce champ magnétique. Et nous voyons tout de suite que nous sommes à 1500 milligauss, c'est une échelle supérieure. J'écarte la bobine du rasoir et je vois que très vite, à quelques centimètres, je tombe à 3 milligauss et puis ici à rien. Le rasoir électrique évidemment émet beaucoup, mais on ne s'en sert pas beaucoup sur une journée, donc le taux d'exposition est relativement faible. Plus préoccupant est le travail sur ordinateur par exemple, où les gens vont rester plus de 8 heures par jour devant un ordinateur. Nous mesurons ici la pollution en champ magnétique devant un écran d'ordinateur. 11, 9, 7, 5, 4. Et la personne exposée n'est effectivement pas soumise à plus de 0,5 milligauss, sachant que nous avons une distance de sécurité de 50 cm minimum entre l'écran, le visage et la poitrine de l'utilisateur. Il importe également de mesurer le champ magnétique au pourtour de l'ordinateur. Le tube cathodique est un émetteur puissant de champ magnétique qui peut polluer les opérateurs, les collègues qui seraient éventuellement installés à l'arrière de l'ordinateur. Et enfin, un appareil qui pose vraiment, je crois, un problème majeur, c'est le réveil à affichage digital. Ici, je suis à une quinzaine de centimètres, eh bien, j'ai déjà 7,3 milligauss. Ce qui est important, quand je m'écarte encore, il va descendre, mais j'ai toujours 1,3 milligauss ici. Donc ça veut dire que ce réveil est proche de la tête pendant 8 heures de sommeil. Donc ce réveil, pour moi, est un système qu'il faut mettre à distance au moins 1,50 m de l'oreiller.
Nous passons des champs aux ondes électromagnétiques, de la basse fréquence à la haute fréquence. Les champs perdent leur intensité en quelques mètres. Les ondes peuvent franchir des milliers de kilomètres avec des oscillations extrêmement rapides, des fréquences qui se chiffrent en milliers de hertz, les kilohertz, en millions de hertz, les mégahertz, ou en milliards de hertz, les gigahertz. Les ondes de la radio ou de la télévision vont des kilohertz aux mégahertz. Les ondes du radar et du téléphone portable vont des centaines de mégahertz jusqu'aux gigahertz. Ce sont les micro-ondes. L'intensité des ondes, quelle que soit leur fréquence, se mesure généralement par leur champ électrique en volts par mètre. Alors ici, nous avons un ordinateur portable qui est relié par fibre optique à un appareil Chauvin-Arnoux, qui est un appareil étalonné, qui mesure le champ électrique de haute fréquence émis par un téléphone cellulaire. Alors nous avons ici la mesure du champ électrique au moment de l'appel. Nous voyons que cette intensité de champ électrique pendant que je parle et donc au moment où la conversation s'effectue avec le GSM, le téléphone cellulaire, ce champ électrique est relativement intense. Nous sommes à 94,8 volts par mètre. Je vais me taire. Et nous voyons donc que le champ électrique diminue fortement au niveau de l'antenne du téléphone cellulaire. Lorsque l'on connecte un kit main libre, par exemple ici une oreillette avec un long fil qui peut pendre le long du corps à un GSM, nous allons voir en écartant le GSM de la sonde de mesure que l'oreillette peut rayonner un champ électrique tout le long du corps. Nous allons donc avoir une exposition à la ceinture, par le port du GSM à la ceinture, tout le long du corps, le fil du kit main libre, et donc c'est une exposition sur une surface beaucoup plus grande. Nous venons de voir les meilleurs experts européens des pollutions électromagnétiques. Depuis leur petite ville d'Ewai en Belgique, ils mènent la vie dure aux compagnies d'électricité et de téléphone, ainsi qu'aux responsables politiques. J'ai commencé vers les années 72-73, quand on a eu les premières grandes lignes à haute tension qui ont survolé la Belgique, qui ont surplombé la Belgique, et les fermiers, les vétérinaires avaient de gros problèmes parce que les élevages dépérissaient sous les lignes. Il y avait aussi bien les élevages de porcs que les élevages bovins. Il y avait des réclamations qui n'étaient pas prises au sérieux par les différents ministères compétents, ministère de l'énergie, ministère de la santé, ministère de l'agriculture. On se moquait un peu de ces gens-là, et au début, moi, je n'y croyais pas beaucoup, puis je me suis acheté du matériel. Je me suis pris d'amitié pour les fermiers en disant « je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser le mensonge s'installer ». Et je suis parti en guerre contre tout ce qui était politique au point de vue négation de ces nuisances. Monsieur Pirapré est une célébrité en Belgique. Il y a 10 ans, on l'a surnommé en riant l'éleveur de vaches électriques. Aujourd'hui, on le prend enfin au sérieux. J'ai repris ma ferme en 65, donc. Et en 70, on a monté une ligne haute tension. Tout fonctionnait bien. On a monté la ligne haute tension en 70. Il n'y a pas de problème au premier terme qu'on a placé. En 80, on a placé le deuxième terme. Alors, j'ai eu des difficultés. J'ai perdu un nombre de bétail. Toute la famille était malade. Et alors, finalement, en 88, j'ai dû quitter les lieux. C'était invivable. L'épée dépérissait doucement et puis elle crevait, quoi. Tout le monde était malade à la maison aussi. Hein. Ma femme était en clinique pendant 6 mois. Hein, tous les enfants, on aimait que tout, on prenait des minéraux et tout ce qu'on veut, mais c'était pas fort assez. Pour moi, c'est invivable. La ligne de tension, c'est mortel. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que maintenant, à présent, je pense qu'il y aura des scientifiques qui seront forts assez pour convaincre les électriciens que c'est nuisible, quoi. Toute pollution électromagnétique venant de l'intérieur d'une maison, donc venant de la structure de la maison, venant de l'habillage de la maison, venant des habitants de la maison, toutes ces pollutions sont maîtrisables. Il n'y en a pas une qui ne soit pas maîtrisable, à peu de frais. Par contre, quand la pollution vient de l'extérieur, quand elle vient d'une ligne extérieure à la maison, par exemple une ligne à fort ampérage qui est enterrée dans un trottoir, ou une ligne à haute tension qui est proche d'une maison, on ne peut rien. Là, on se trouve en face d'un mur parce que les sociétés d'électricité refusent de reconnaître ce problème. Et là, on bute.
Dans la région parisienne, un lotissement construit sous des lignes à haute tension, comme il en existe des dizaines en Europe. Concernant les champs magnétiques, on a atteint à peu près, je crois, 19 milligauss, 20 milligauss. Si on se réfère aux normes de l'OMS, évidemment, on est largement en dessous. Mais tous les experts indépendants vous disent qu'au-dessus de 2 milligauss, il y a des risques. Et là, on est largement au-dessus. On est 10 fois au-dessus. Ici, les habitants se battent pour que la ligne soit déplacée. Et ils ont presque gagné. Grâce à eux, les députés français ont préparé une nouvelle loi interdisant de construire sous les lignes. Dès qu'il pleut ou qu'il y a du brouillard, ça grésille, ça fait un bruit infernal. Le matin, j'entends un bruit. C'est vrai que c'est gênant, quoi. Les bruits qui se sifflaient dans le ciel. Des fois, dès que le temps est un peu humide, ou alors, voyez-vous que c'est un sifflement, quoi. J'utilise beaucoup mon téléphone portable. J'ai des interférences terribles. Souvent, ça me coupe sans raison. On a souvent les ampoules qui sont souvent cassées. Et alors la télé, on ne peut pas regarder la télé. Et on reçoit des fois un peu d'électricité statique. Pour ce qui concerne vraiment la santé, j'ai l'impression qu'on a des maux de tête plus fréquents. Et en particulier, ma femme, elle est malade, assez grave. Depuis 3 ans, là. Elle a eu de la polyarthrite et glantéroïde. En plus, c'est pour ça que ça nous fait beaucoup de soucis, madame. En ce qui me concerne ma santé, non, pour l'instant, je n'ai rien ressenti. J'espère que ça durera, mais on ne sait pas effectivement les effets que cela peut produire à long terme. Les chercheurs scientifiques ils disent que ils sont pas prouvés que 100% il n'y a pas de danger. Mais on ne va pas avoir des doutes, quoi. On vit sous la tension, on a des doutes. On ne va pas vivre comme ça. Il y a des individus qui, lorsqu'ils sont soumis à des champs électromagnétiques, ont très vite des défaillances de leur système immunitaire. Ces défaillances se traduisent par une baisse des lymphocytes T, une baisse des natural killers, donc des lymphocytes qui sont chargés de la défense de l'organisme. Et peu à peu, on voit la santé de ces gens se dégrader parce qu'ils ne résistent plus contre les maladies. Gilles Pourrier, médecin, et Patricia Nunez, pharmacologue, ont fait construire leur maison sous une ligne à une époque où personne ne parlait de risque. Depuis, ils ont créé Antigos, une association nationale contre les nuisances électromagnétiques. L'hiver, dans nos chambres, nous montons facilement à 15 milligauss. Et on a une moyenne ici dans la maison annuelle de 7-8 milligauss. J'ai fait un zonal il y a à peu près 1 an. Et en connaissant donc le risque, en sachant que le zona était une baisse de l'immunité cellulaire, en sachant que le 50 Hz agit au niveau expérimental en baissant donc l'immunité cellulaire, les champs électromagnétiques de 50 Hz donnant de façon significative statistiquement dans la plupart des études un risque de leucémie, les leucémies étant annoncées dans 10% des cas parfois par l'apparition d'un zona même plusieurs années avant, j'ai fait donc le lien et j'ai donc écrit donc au directeur d'EDF, monsieur François Roussely, pour enlever moi-même et ma famille de ce risque. La réponse qui nous a été donnée était qu'il n'y avait aucun risque et qu'ils avaient fait et qu'ils font actuellement beaucoup de recherches sur la question et qu'il n'y a aucun risque. Et ils citaient dans leur lettre de réponse des documents que nous avions en notre possession, en particulier le rapport de l'Académie de médecine ou le rapport de l'INSERM. L'INSERM donc retenait dans ses conclusions la possibilité donc du risque de leucémie chez les enfants. Or, EDF, dans sa note qu'elle nous a envoyée, nous disait que l'INSERM n'avait pas averti du moindre risque. Donc nous avons décidé de porter plainte pour mise en danger d'autrui et pour faux, et ceci en avril 97. Ce procès est actuellement en appel. En Italie, des dirigeants de compagnies électriques ont été mis en examen à la suite de 9 décès d'enfants leucémiques. Nous avons tenté de rencontrer les scientifiques des laboratoires EDF, sans succès. Entre-temps, en France, au mois de juin 2000, la loi vient enfin d'être votée. C'est vrai qu'EDF, je le vois mal dire, il peut y avoir des effets sanitaires sur des lignes haute tension, puisque c'est eux qui ont construit ces lignes haute tension. Et on est toujours en France un peu sur circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire on ne fait pas d'études, donc il n'y a rien. Et là, c'est grâce, si vous voulez, à la présence de scientifiques de plusieurs pays qu'on s'est rendu compte que quand même il y avait un effet. Alors après, il faut convaincre les députés et les sénateurs en essayant de les sensibiliser sur leur propre quotidien. Est-ce qu'un député et un sénateur irait vivre dans une maison sous une ligne haute tension? Non. Alors pourquoi, si on ne le fait pas passer sous forme législative, on permet à des gens de le faire?
On est d'accord, tous les scientifiques sont d'accord, il y a un effet biologique. Sur l'aspect sanitaire, oui ou non, on n'a pas de certitude, mais on sait qu'il y a un effet quand même biologique, donc appliquons le principe des précautions et interdisons donc la construction des habitations, par exemple des écoles, des établissements qui reçoivent du public sous des lignes haute tension. Les autres pays le font, pourquoi la France ne le ferait pas ? C'est en Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique qu'on trouve les normes les plus sévères au monde. Là-bas, on étudie depuis plus de 40 ans les effets de l'électromagnétisme sur la santé. Nous avons voulu savoir pourquoi on applique depuis 1958 un principe de précaution qui n'est toujours pas reconnu à l'Ouest. Nous sommes les premiers occidentaux à rencontrer les responsables des normes russes. En Russie, nous avons mené des études uniques au monde sur l'effet des champs électromagnétiques de faible intensité. Ces expériences ont été réalisées sur de nombreuses espèces d'animaux qu'on irradiait quotidiennement sur de très longues périodes et de façon chronique. Ces recherches ont duré plus de 2 ans et on a étudié toutes sortes de réactions biologiques. À Moscou, ces expériences ont eu lieu à l'Institut de la médecine du travail, à l'époque où le régime communiste finançait généreusement la recherche au nom de la protection des travailleurs. C'est dans ces locaux désuets À Moscou, nous avons voulu voir de près ces thérapies uniques au monde. En Occident, on a du mal à y croire. En Russie, elles sont reconnues par le ministère de la Santé publique. Nous sommes à l'hôpital numéro 15, au service de réanimation en cardiologie. Ici, on utilise des ondes qui pénètrent sous la peau et dont les signaux renforcent la résistance des cellules. Ici, nous voyons un patient qui vient de faire un infarctus du myocarde. Il a été opéré hier. Dans notre service, nous administrons souvent en parallèle des médicaments et cette thérapie. Le principe est un rayonnement d'ondes électromagnétiques dans la gamme millimétrique. Le mécanisme de l'onde millimétrique, l'effet qui nous intéresse le plus dans ce cas précis, c'est le désengorgement des vaisseaux ainsi qu'une action antioxydante. Le rayonnement s'applique par ce petit cylindre où l'onde est guidée. On le place près de l'articulation de l'épaule. Cette zone de l'épaule possède une forte concentration de centres nerveux et une bonne hydratation. Si vous voulez toucher, le patient n'a aucune sensation tactile. Il ne ressent ni douleur, ni gêne, donc il supporte facilement cette thérapie. D'habitude, cette méthode fait baisser la tension artérielle et nous la contrôlons en permanence sur un moniteur. Cette méthode a un effet sédatif et vous voyez, ça arrive très souvent, le patient s'endort pendant la séance. En plus, comme vous voyez, on observe souvent un ralentissement des battements cardiaques, ce qui s'avère utile après un infarctus parce que cela réduit la demande en oxygène du muscle cardiaque.
Dans la gamme des très hautes fréquences, ou gamme millimétrique, on trouve des rayonnements électromagnétiques avec des fréquences de 30 à 300 GHz et des longueurs d'onde de 1 à 20 mm. Il existe des ondes semblables à l'intérieur de notre organisme. Pour donner une image, on peut dire que nos cellules parlent entre elles sur cette gamme de très hautes fréquences. Les ondes agissent contre le stress et on sait que beaucoup de maladies apparaissent à cause d'un stress aigu ou chronique. Les ondes millimétriques ont également un rôle très important en rhumatologie contre l'arthrose, qui s'accompagne généralement d'une inflammation. On les utilise aussi pour les soins post-opératoires et pour traiter toutes sortes de traumatismes des organes. Nous sommes certains aujourd'hui, après une expérience de 30 ans en Russie, que les ondes millimétriques n'ont aucun effet secondaire nocif et qu'il n'y a pas de contre-indication à leur emploi, ce qui permet de les appliquer même en pédiatrie. L'appareil n'est pas très coûteux et le prix des séances non plus. En principe, c'est accessible à n'importe quel patient aujourd'hui. En dehors de notre pays, cette thérapie est utilisée en Allemagne. On peut citer aussi la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Suède, l'Italie. Et la Chine. La Chine où on fabrique 300 000 appareils de thérapie millimétrique par an. À notre connaissance, ça n'est pas utilisé en France. Quand nous voyageons aux États-Unis et qu'on nous invite à en parler, les Américains sont très impressionnés. Ils nous disent que c'est la thérapie du XXIe siècle. Mais il faut croire que la France préfère rester au XXe siècle. À mi-chemin entre la Chine et l'Occident, les chercheurs russes créent une synthèse. À partir de la réflexothérapie, une forme russe de l'acupuncture, Ludmila Khazina a développé une thérapie électromagnétique originale. Je suis infiniment reconnaissante à l'école chinoise pour m'avoir fait comprendre les interactions globales entre les systèmes internes et les organes, entre leur état matériel et leur mode de fonctionnement. Après cela, j'ai mené une recherche sur les biorhythmes naturels. Sur quel rythme naturel et spontané fonctionnent le cœur, l'intestin, les poumons, les vaisseaux, les capillaires, les canaux, etc. J'ai eu de la chance parce que le destin m'a fait rencontrer un clinicien extraordinaire, Iosif Lyovitch Blinkov. Impossible d'imaginer un médecin plus honnête. C'est un véritable passionné de son travail. Le docteur Blinkov est chef de service dans un hôpital d'Ekati. Ces images ont été prises à la sauvette. Nous n'avons pas eu l'autorisation de l'interviewer. Les inventions de Blinkov et ses brevets potentiels sont actuellement une chasse gardée des services de sécurité russes. Blinkov a mis au point ces appareils qui restaurent les rythmes de chaque organe. Nous avons plusieurs types d'appareils. Des appareils électromagnétiques sans contact. Le patient est couché sous les solénoïdes. La puissance est de 1 Ørsted, l'équivalent du champ magnétique terrestre. J'ai une paralysie du nerf facial après un coup de froid et Ludmila a proposé de me soigner avec cet appareil. Les muscles fonctionnent à nouveau. Avant, ils ne fonctionnaient plus du tout sur toute la partie droite du visage, y compris l'œil.
Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais il reste encore quelques séances. Nous n'avons observé aucun effet secondaire depuis que nous utilisons ces appareils, c'est-à-dire depuis 7 ou 8 ans. En revanche, nous avons toujours obtenu l'effet souhaité. En Russie, on ne fait pas de différence entre médecine alternative et médecine classique. Si une méthode marche, elle devient officielle. Le docteur Talpis travaille avec un institut médical qui a développé des thérapies nées en Allemagne, l'électroacupuncture et la biorésonance. En Russie, ces méthodes ont été affinées et informatisées et elles tiennent dans une petite valise. Maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Ce qui m'amène, eh bien, des maladies habituelles dues à l'âge. Et vous avez été soigné par quoi auparavant? Des médicaments allopathiques. Et des médicaments classiques, quoi. Oui, mais en général, les médecins me disent qu'il me faudrait une opération chirurgicale. Bien. Alors voilà ce que nous allons faire. D'abord, je vais mesurer les points. Comme tous ces points sont reliés avec des organes internes, nous pourrons savoir où ça ne va pas. D'accord, d'accord. Bien. Prenez ça dans la main droite. Le programme a identifié une dizaine de dérèglements du système rénal, biliaire, nerveux ou cardiaque. C'est un échantillon tout à fait classique. Mais nous n'allons pas vous donner un médicament pour chacune de ces maladies. On va traiter l'origine commune de tous ces problèmes. Bien, alors nous avons trouvé une préparation et nous allons maintenant l'enregistrer sur ces granules de sucre. Nous les mettons en contact avec le champ magnétique et les granules enregistrent l'information. C'est comme un enregistrement par un magnétophone. Ensuite, vous avalez ces granules comme un banal médicament homéopathique. Dans ce centre médical, on traite les toxicomanes, les tabagistes et les alcooliques. Juste au moment où nous entrons dans le hall, à la télévision, on entend Vladimir Vysotsky, ce chanteur légendaire, à la voix rongée par l'alcool et les cigarettes. Dans des décors baroques qui évoquent Tolstoï ou Bulgakov, la Russie continue à pratiquer sa médecine futuriste. Cette couronne, émettrice de micro-courants électriques, a été inventée par un ingénieur de la conquête spatiale à l'époque triomphante de la science soviétique. À l'origine, il s'agissait de soigner les syncopes des cosmonautes pendant les fortes accélérations. Aujourd'hui, le système a été adapté à des usages plus prosaïques et il parvient à faire disparaître par une action directe sur le cerveau les symptômes du manque chez les buveurs de vodka. On peut en sourire, mais le fait est là. Ces ondes de science-fiction nous soigneront sans doute un jour. L'appareil fonctionne de la manière suivante.
On agit sur les zones réflexes de la tête par une suite d'impulsions électriques composées de fréquences précises, émises dans ce dispositif qu'on appelle une couronne. Avec ça, on provoque une résonance dans telle ou telle zone des vaisseaux sanguins du cerveau. Cet appareil a fait ses preuves depuis 1993. Il est très largement utilisé dans environ 300 cliniques, rien qu'à Moscou, et dans près de 500 centres médicaux à travers toute la Russie. Pourquoi les thérapies russes ne sont-elles pas appliquées en Occident? Pourquoi les normes russes sur les risques électromagnétiques en matière de santé ne sont-elles pas reconnues au niveau mondial? Les choses sont en train de changer. Pendant l'année 2000, 2 pays européens, la Suisse et l'Italie, se sont démarqués en adoptant, au nom du principe de précaution, des législations aussi strictes qu'en Russie. Des politiques, pour une fois, ont pris position face à des scientifiques qui, souvent, préfèrent nier ou minimiser aussi bien les risques que les effets bénéfiques de ces ondes qui nous entourent. La recherche ne peut jamais démontrer qu'aucune chose est totalement inoffensive. Alors, le problème qui se pose est à quel niveau d'évidence scientifique on doit adopter de la précaution, à quel niveau d'absence des preuves scientifiques des risques, on peut dire que quelque chose n'est pas dangereux, qu'elle est inoffensive. C'était le problème scientifique, c'était le problème politique qui se pose. Il faut bien distinguer la science d'un côté de la politique de l'autre côté. Il apparaît clairement que les gens qui établissent les normes sont les mêmes qui fabriquent les équipements. Aux États-Unis, on appelle ça une situation qui sent mauvais. Normalement, ce n'est pas aux fabricants de se réglementer eux-mêmes. Ils devraient être supervisés. La plupart des scientifiques estiment que ce problème ne les concerne pas et qu'il suffit de s'occuper des faits, rien que des faits. Je crois que nous devons repenser cette attitude. À mon avis, nous allons avoir un concept de ce qui est supportable pour la société. C'est-à-dire que nous allons dire, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui vont rester au bord du chemin. Cyniquement, c'est ce qui va se passer. On le sent arriver de la part des politiques et de la part de monsieur tout le monde, même des chercheurs. Il y a des gens qui vont rester au bord du chemin parce qu'ils ne pourront pas répondre aux qualités physiques qui leur permettent d'affronter ce genre de pollution. Il faut informer les gens, par exemple, au niveau des antennes fortement émettrices, pour des gens qui portent des prothèses, que ce soit des pacemakers, des appareils auditifs. Il faut faire une signalisation pour leur dire, ici, il y a un champ très important, donc évitez-le. Eh bien, tout ça, c'est droit à l'information, et si jamais il y a des effets, droit à la protection des gens. Je crois que la prochaine grande question sera de savoir si ces champs qui peuvent traverser à peu près tout, qui peuvent donc traverser l'ADN, sont capables de casser l'ADN. Mon sentiment personnel, c'est qu'à partir du moment où on a un effet biologique, on a d'une part un potentiel de risque et d'autre part un potentiel d'application médicale. Si on tourne la cheville, on met un pansement autour. Dans ce pansement, on pourrait avoir une onde électromagnétique ou même un aimant qui se met et qui aide à guérir. Je vois que et ce n'est pas très loin, ça. Je crois que ça va se faire. Je crois que dans l'avenir, plus de gens vont mener ce genre de recherche et je pense que la méthode de traitement par les champs magnétiques est une bonne solution pour l'être humain. Parce qu'il y a peu d'effets secondaires. C'est très économique. Vous n'avez pas besoin de piqûres. Vous n'avez pas besoin d'avaler des médicaments. Vraiment, je pense que c'est une bonne voie. Nous sommes peut-être au début d'un nouvel âge de la médecine, dans lequel l'usage des champs électromagnétiques
pourrait jouer le rôle que la biochimie a tenu au cours du dernier siècle, disons depuis 75 ans. Autour de nous, on est effectivement complètement imprégné d'une série d'influences. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses quand même à distinguer, qui sont les champs magnétiques électriques, les champs d'une part, et d'autre part les ondes. Le passage d'un courant électrique, alors que ce soit évidemment dans un câble, dans un gros câble quand c'est le cas de ligne à haute tension, et dans tout appareil électrique en fonctionnement. Donc, dès qu'il y a un courant électrique qui passe, il y a autour de ce courant deux champs qui vont s'établir. Ce qu'on appelle, alors, il y a le champ magnétique d'une part, le champ électrique d'autre part. Ils ont un petit peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que un champ, c'est totalement invisible, on ne le sent pas, etc. C'est une zone d'influence. Elle va se diminuer peu à peu avec la distance, évidemment, par rapport à ce qu'il émet, donc au fil électrique ou au moteur électrique. Évidemment, ce champ va être d'autant plus puissant et d'autant plus grand que la quantité de courant véhiculé va être importante, donc à la fois par le voltage et par l'ampérage. Mais c'est quand même quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que ça ne se projette pas, ça ne voyage pas dans l'espace, c'est autour du fil électrique ou autour de l'appareil, plus ou moins loin selon la puissance, et puis à un moment ça diminue, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Bon, ça c'est le champ, et évidemment nous sommes entourés de champs de toutes sortes, puisque tout ce qui est électrique, les ampoules, les appareils, évidemment les téléviseurs, tout émet des champs alors plus ou moins importants, et un des sujets, disons, d'études de la bioélectromagnétisme, c'est de savoir ce qui, dans notre environnement immédiat, peut éventuellement nécessiter qu'on prenne quelques précautions. D'autre part, il y a la catégorie des ondes. Là, on parle d'ondes électromagnétiques parce que dans une onde, il est pratiquement impossible de faire réellement la différence entre le champ magnétique et le champ électrique. Je veux dire, ils sont vraiment intimement liés, ils oscillent ensemble, et c'est ça qui fait une onde. Ils vont osciller, ça va partir donc à la vitesse de la lumière, puisque la lumière est une onde électromagnétique, et ces petits champs électriques magnétiques vont, pendant ce voyage, eux, osciller. Et la vitesse de leur oscillation, on va appeler ça la fréquence. Et ça, la fréquence, c'est très important puisque ça va effectivement caractériser toutes les ondes. Chaque onde d'une fréquence différente va avoir des effets tout à fait différents. Ça part des plus basses fréquences qui sont, par exemple, c'était ce qu'on appelait les grandes ondes, la radio de papa un peu. Quand on monte en fréquence, plus une onde quand même monte en fréquence, plus on dit qu'elle est énergétique, plus elle est capable quand même de véhiculer de l'énergie. On arrive donc dans les ondes radio aux ondes de la FM, par exemple, puis de la télévision, aux ondes dites hertziennes, qui sont dans l'ordre on arrive aux mégahertz, déjà aux millions de hertz, et ensuite, on arrive dans un domaine dont on va évidemment reparler dans pas longtemps, qui est celui des micro-ondes. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est d'abord à l'usage des radars, et puis maintenant, pour les téléphones portables, là, on arrive aux milliards de hertz, aux gigahertz. On est très proche du milliard pour un des deux systèmes en France, et à 1,8 milliard, donc à 1 gigahertz 8 pour un des deux autres systèmes de portables. Ensuite, on monte encore en fréquence, et on arrive dans ce domaine dont on va reparler aussi un petit peu, très particulier, qui est le domaine des ondes millimétriques. Alors c'est encore plus haut que les micro-ondes, et ces ondes millimétriques, donc les Russes s'en servent effectivement beaucoup pour soigner. Et quand on monte encore en fréquence, on arrive là aux infrarouges, à la lumière visible, encore un peu plus haut, à l'ultraviolet, et encore plus haut que l'ultraviolet, on a une autre catégorie d'ondes électromagnétiques, alors là qu'on appelle les rayons X et les rayons gamma, et donc là on entre dans le domaine des rayons dits ionisants, parce qu'on sait que leur énergie est telle qu'elle est capable de faire sauter carrément des électrons quand elles tombent sur une particule, sur de la matière. Elles peuvent faire sauter des électrons, donc ça veut dire que transformer un atome qui est normalement neutre en ion, puisque dès qu'il y a un déséquilibre, un électron en plus ou en moins, la molécule devient chargée électriquement, en négatif ou positif, donc c'est un ion qui devient plus réactif, et évidemment, ça cause des dégâts absolument terribles sur l'ADN, par exemple, parce que si ça tombe sur l'ADN, vous faites sauter un électron sur un gène particulièrement, un secteur particulièrement important de l'ADN, vous pouvez avoir des problèmes, donc d'où le problème de cancérogénèse par les ondes ionisantes, et aussi de malformations génétiques, etc. Enfin, c'est tous les effets bien connus de la radioactivité. Alors, les ondes qui sont dans le spectre hertzien, au-dessous de la lumière, on dit que ce sont des ondes non ionisantes. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour avoir cet effet très bien connu aujourd'hui, qui est le fait de faire sauter les électrons. Et donc,
on s'en sert assez souvent comme argument pour dire, voyez, comme c'est pas ionisant, ça ne peut pas vraiment avoir d'effet, ça peut pas être dangereux. Bon. Donc les scientifiques ont longtemps considéré que c'était un domaine qui n'avait pas d'influence sur la santé. On y est, évidemment, on est en train d'en revenir. Le champ est quelque chose de statique, mais c'est quand même quelque chose qui a une fréquence, parce que le courant électrique est alternatif. Il n'est pas, enfin, on a eu le choix au début du siècle entre utiliser le courant continu ou le courant alternatif. Pour des raisons pratiques, pour le transport du courant, il s'est avéré beaucoup plus pratique de se servir du courant alternatif et on a choisi des fréquences pour ce courant qui sont 60 Hz ou 50 Hz selon qu'on est en Europe ou aux États-Unis. Et donc ça veut dire que soit le Hertz étant 1 fois par seconde, donc 60 fois par seconde ou 50 fois par seconde, le courant électrique va changer de sens. Et donc on a cette espèce de battement, donc c'est une fréquence aussi, donc 50 ou 60 Hz, et tout ce qui est électrique aujourd'hui, à part ce qui est en courant direct, ce qui est alimenté par des batteries ou par des piles, là c'est du courant continu, mais tout ce qui vient du secteur, on a toujours ce battement de 50 ou de 60 Hz. Et des tas de moteurs ou d'autres appareils, par exemple un écran d'ordinateur, a également d'autres fréquences, d'autres battements, puisqu'il y a le balayage qui va faire l'image. Enfin, on peut avoir, à partir du courant électrique, une série de fréquences, mais la plus commune, effectivement, c'est ce 60 Hz ou 50 Hz. Et le problème vient, semble-t-il, de là, parce que l'influence en soi d'un champ électrique ou d'un champ magnétique, on peut le voir par l'effet d'un aimant, par exemple, qui émet un champ continu, ou par le fait que le champ magnétique terrestre existe. Il n'est pas négligeable, mais c'est ce qui permet à la boussole, évidemment, de fonctionner. Et ce sont des champs, effectivement, qui non seulement ne nous affectent pas de manière négative, n'affectent pas notre santé, mais en plus, semble-t-il, nous sont même nécessaires, puisque les cosmonautes, on s'est aperçu que lorsqu'ils sont en l'absence, donc totalement du champ magnétique terrestre, il y a certains problèmes qui naissent à cause de ça. Ça, c'est des choses que les Russes aussi ont étudiées. Et donc, on fait un champ magnétique artificiel pour reproduire donc, le champ magnétique de la Terre. Mais c'est un champ continu. Il n'a pas cette espèce d'alternateur, donc de battement de cette fréquence, et ça change tout. Et c'est évident que ce qui semble nous perturber, c'est la rythmicité, je dirais, de ce battement. Pendant très longtemps, on a considéré que ces champs et ces ondes du type de ce qu'on avait dans notre environnement ou du type de ce qu'on pouvait produire avec les machines telles qu'on les a vues, ne pouvaient pas avoir vraiment d'effet sur le corps humain. Parce que finalement, on a les premières études là-dessus, qui se sont faites d'ailleurs, il faut bien le dire, assez lentement, assez laborieusement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup les gens n'étaient pas forcément très aidés dans cette discipline, puisque ceux qui voulaient travailler sur les nuisances, évidemment, se heurtaient à l'intérêt des compagnies d'électricité, des compagnies de téléphone, de l'armée aussi, qui travaillait beaucoup là-dessus, donc des études qui étaient parfois difficiles à faire. Et ceux qui s'intéressaient aux thérapies, ça n'intéressait pas grand monde non plus, puisqu'il y avait l'industrie pharmaceutique qui était là, qui, elle, mettait beaucoup de fric dans la recherche, évidemment, basée sur les médicaments. Donc on a eu une discipline qui a eu vraiment beaucoup de mal à se faire entendre entre ces deux influences un peu contraignantes. Et donc... Et ce qui a convaincu quand même les scientifiques, les deux seules choses qu'on connaît de façon sûre et qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer précisément, ce sont des effets des champs à relativement forte puissance. On sait que si on a un champ magnétique en mouvement, donc alternatif ou ce qu'on appelle aussi pulsé, ce champ magnétique va créer ce qu'on appelle des courants induits. Ça va créer un courant électrique à l'intérieur du corps. Si ce courant induit est supérieur évidemment au courant qui traverse nos muscles et nos nerfs, donc ça veut dire qu'il va être capable par exemple de produire un effet sur le battement cardiaque ou de produire un effet sur une contraction musculaire. Donc là on a un fort courant électrique, donc il faut quand même là des courants très importants pour susciter ce genre de réaction. C'est ce qu'on a quand on a un défibrillateur cardiaque par exemple, c'est un truc qui envoie quand même une grosse quantité de courant. C'est pas du tout le cas de ce qu'on a effectivement dans l'environnement, quel qu'il soit, même sous une ligne à haute tension. On est à des puissances beaucoup plus faibles. Donc pas de courant induit, en tout cas pas supérieur à ceux qui fonctionnent naturellement, plutôt très inférieur à ce qui fonctionne naturellement dans nos muscles et dans nos nerfs. Et d'autre part,
On sait que les ondes, elles, ont la propriété, quand elles sont suffisamment puissantes, et ça varie selon la fréquence, mais il y a une propriété qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique. On sait qu'une onde est capable de nous cuire de l'intérieur. Hein. Ça peut arriver quand on se met en face d'un radar à pleine puissance, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a un peu découvert. Ça peut arriver quand même pour des stations FM de radio où on peut avoir des brûlures graves, hein, quand on est vraiment en face d'un gros émetteur, et on sait qu'il ne faut jamais se retrouver en face à tout près. Donc c'est un effet de chauffage par l'intérieur, par agitation des molécules d'eau qui vont réagir avec l'onde électromagnétique. Et l'agitation des molécules, c'est ce qu'on appelle aussi la chaleur. Et c'est le principe aussi, évidemment, du four à micro-ondes. C'est des ondes, des micro-ondes donc proches en termes de fréquence de celles du portable, mais évidemment beaucoup plus puissantes, qui vont secouer les molécules d'eau à l'intérieur des aliments et obtenir cette cuisson. Donc ça, ce sont les deux effets, les courants induits d'une part et la chaleur produite à l'intérieur de l'organisme d'autre part. Ce sont les deux effets qui sont relativement bien connus, et ce sont les seuls en fait qui sont vraiment à la fois bien compris et admis par l'ensemble de la communauté scientifique. Ça veut dire que pour ce qui est des thérapies, par exemple, on se sert par exemple essentiellement de l'aspect, on s'est longtemps servi de l'aspect chauffage, ce qu'on appelle la diathermie, le chauffage à l'intérieur. Et pour ce qui est des nuisances, on considère que une sorte de majorité des scientifiques jusqu'à récemment ont considéré que non, dans l'environnement, même sous une ligne à haute tension, même avec un téléphone portable, même face à des antennes relais, etc., on avait des puissances tellement faibles que ça ne pouvait ni chauffer nos tissus, ou en tout cas très peu, juste de peut-être quelques dixièmes de degrés, mais ça on est dans les variations naturelles, je dirais, pas sans grand danger. Alors donc ni chauffer, ni produire de courant induit suffisamment fort pour nous troubler, pour nous perturber, pour créer des maladies. Donc toutes les normes qui sont censées nous protéger, elles existent plus ou moins. En général, ce sont des normes un peu volontaires, mais enfin bon, elles ne prennent en compte que ces deux effets. Et les thérapies dont on connaît vraiment bien le mécanisme ne prennent en compte aussi que ces deux effets. Alors ça pose un énorme problème parce qu'en fait, il apparaît de plus en plus que d'une part, même à ces faibles puissances de l'environnement, il y a toute une série d'effets que les gens ressentent. Les gens qui sont sous une ligne à haute tension, ou maintenant les gens qui sont face à une antenne relais de téléphone portable en face de chez eux, par exemple, vont se plaindre de migraines, d'insomnie, de choses plus graves qui peuvent être des problèmes génératifs, disons fausses couches par exemple, assez souvent. Ça peut aller jusqu'à la leucémie des enfants, qui est souvent une sorte d'indication quand il y a, pendant quelques années, dans cette période un petit peu fragile de croissance, du début de la croissance d'un enfant, c'est arrivé autour des lignes à haute tension, et c'est en train d'arriver en ce moment, semble-t-il, autour des antennes relais. Donc il y a toute une batterie de symptômes comme ça qui semblent de plus en plus manifestes et qu'on ne peut pas expliquer, effectivement, ni par ces deux grands mécanismes dont j'ai parlé. Donc beaucoup de scientifiques ont dit à un moment, et continuent malheureusement aujourd'hui encore à le dire, c'est pas possible. Ça peut pas, il y a un mystère, on n'y croit pas, puisque... Et c'est la même chose aussi dans le domaine des thérapies. Tout ce qu'on a vu là, par exemple, ce que font les Russes, mais ce que font aussi, par exemple, Arthur Pila avec ses appareils qui soignent les fractures, ça se situe également à des puissances bien inférieures à celles qui nous chaufferaient ou qui produiraient des courants induits, des puissances du même ordre que celles qu'on a dans notre environnement. Et là, de nouveau, on a un effet qui est évident. Ça se voit sur les radios, hein, quand on voit les gens qui ont été traités par des champs magnétiques pulsés. Donc, les os, c'est des choses, c'est très mesurable, etc. Et le mécanisme donc reste relativement mystérieux, puisque là encore on est dans un domaine de très faible puissance, et là encore il y a une partie de la communauté médicale qui continue à dire ça ne peut pas marcher, ça doit être un effet placebo, ça doit être dans la tête. Il y a plein de gens encore qui n'y croient pas, particulièrement en France où on a ce côté quand même très, si on ne comprend pas exactement et rationnellement le mécanisme de la chose avec toutes ces étapes, alors on continue à être méfiant et à ne pas, ou en tout cas à attendre, à ne pas s'en occuper, à contraster avec le côté plus pragmatique, effectivement, des Russes, d'une part, et des Américains, dans un certain sens aussi, et d'ailleurs apparemment également des Allemands et des Italiens maintenant, qui sont bien avancés dans ce domaine, et qui se disent, à partir du moment où on a quelque chose qui marche, en thérapie par exemple, tant pis si on ne comprend pas exactement encore par quel circuit cellulaire ou autre ça marche, si on a de bons résultats, pas d'effets secondaires, que ça semble intéressant, au moins appliquons-le. Donc en France, c'est un petit peu difficile de sensibiliser, ou il y a peu de médecins, disons, sensibilisés à ce type de choses. Et dans le domaine
des nuisances, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'une série de scientifiques un peu patentés, officiels, qui tiennent un petit peu les commissions aujourd'hui, les rapports d'experts, les commissions internationales qui font les normes et qui sont en même temps des gens qui, depuis des années, des dizaines d'années, sont pratiquement entièrement subventionnés par l'industrie électrique, par les opérateurs de téléphone. Et malheureusement, la situation est tristement une situation où il n'y a pas d'autres sponsors possibles. C'est soit les pouvoirs publics, et puis quand on entre dans le privé, ben là, les seuls les seuls qui ont vraiment un intérêt à financer ce genre de recherche, c'est les grosses industries de l'électricité et des communications. Donc ces gens dont les labos dépendent de ces... évidemment, auront plutôt intérêt, s'ils veulent avoir des bonnes carrières à long terme, à minimiser les risques et donc à s'accrocher à une espèce une incertitude, un manque de preuves, un côté un petit peu mystérieux des actions nuisibles pour dire non, pour l'instant, tout va bien, on n'a pas prouvé qu'il y avait danger, il y avait nuisance, etc. Et malheureusement, on en est toujours là. Donc dans les deux domaines, c'est quand on se heurte à une sorte d'establishment scientifique qui est fortement aussi influencé par les intérêts économiques et politiques. Les Russes ont été effectivement à la fois pionniers dans l'application de certaines fréquences, donc de certaines ondes électromagnétiques pour la thérapie, et également pionniers en matière de normes et de protection contre les nuisances. Alors, dans le domaine de l'électromagnétisme, les Russes ont fait dans les années 60 une démarche qui n'a pas du tout été faite à l'époque en Occident. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, une démarche qui nous paraît maintenant très logique, mais malheureusement, ce n'est pas la démarche occidentale classique, c'est de dire, bon voilà, nous sommes maintenant entourés d'électricité, il y a des lignes à haute tension, on a des appareils électriques partout, maintenant on va commencer à communiquer avec les ondes électromagnétiques, donc faisons une large enquête à la fois de laboratoire, sur des animaux, dans les usines, dans les entreprises où les gens sont soumis à des champs assez forts, un petit peu partout, faisons de l'épidémiologie. Alors ils ont fait ça pendant plusieurs années. En laboratoire, c'est plusieurs générations d'animaux qui ont été irradiés comme ça à différentes puissances sur des générations entières. C'est du gros travail. Ça a été fait, disons, ça a commencé à la fin des années 50, au début des années 60. Ça a duré comme ça plusieurs années. Et au bout de quelques années, ils ont réuni, donc tout ça a été contrôlé par évidemment une structure universitaire d'État. Et ils ont fait le bilan de tout ça et ils ont édicté des normes à ne pas dépasser, qui ont été appliqués ensuite un petit peu dans tous les pays de l'Est et également en Chine. Et il se trouve que ces normes sont à l'heure actuelle à peu près 100 fois plus contraignantes que celles que nous avons aujourd'hui en Occident, que ce soit en France, dans tous les pays européens, sauf peut-être donc les deux pays qu'on mentionnait, c'est la Suisse et l'Italie, qui viennent presque de s'aligner sur ces fameuses normes russes. Mais sinon, donc, ils ont très rapidement, en fonction de ce qu'ils avaient découvert, fixer des normes justement très basses parce que eux ne se sont pas arrêtés juste à l'effet thermique dont je parlais tout à l'heure et à l'effet de courant induit. Ils ont tenu compte de ces effets des très faibles puissances qu'on appelle des effets non thermiques ou des effets spécifiques, même si on ne sait pas très bien, on commence à peine à savoir les mécanismes moléculaires qui les provoquent, et on constate leurs effets. Donc de façon pragmatique, ils ont édicté ces normes. Évidemment, en Occident, on a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a foutu des lignes à haute tension partout, on a développé le téléphone portable, on a fait tout sans, évidemment, la moindre étude sur la santé avant que les problèmes ne se posent. Et c'est à partir du moment où les problèmes ont été posés par les riverains, dans un premier temps par les riverains des lignes à haute tension, on a commencé à voir aussi là des cas de cancer, des cas d'inconfort de type insomnie, migraine, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des travaux. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec le portable. C'est qu'il faut savoir que les premiers téléphones portables sont arrivés aux États-Unis en fait en 1984, sans qu'il y ait eu une seule étude, pas la moindre étude scientifique sur un éventuel effet sur la santé. Alors c'est quand même des trucs qu'on a tout à côté du cerveau et qui sortent des micro-ondes qui certes sont moins puissantes que celles du radar, mais enfin le radar était connu depuis la Deuxième Guerre mondiale et on savait que les ondes de ce type sont quand même pas sans conséquences sur la santé, puisqu'elles ont la capacité non seulement de chauffer si elles sont assez fortes, mais en tout cas de pénétrer et d'être absorbées par les tissus. Donc, mais non, 84, premier téléphone portable, pas une étude scientifique, et les premières études ont commencé en 93, à partir de 93, au moment où il y a eu en fait les premiers procès. C'est-à-dire 10 ans pratiquement après l'introduction des téléphones portables, aux États-Unis, premier procès de quelqu'un dont la femme vient de mourir d'un cancer du cerveau, et c'est une grosse utilisatrice de portable. Le type porte plainte, dit ça doit venir de là.
procès a été perdu, évidemment, comme d'autres qui sont arrivés depuis, mais il a quand même été très médiatisé à l'époque aux États-Unis. Donc, le grand public découvre ça, le Congrès s'en mêle, on dit comment? Il n'y a pas eu de recherche scientifique là-dessus. Et les recherches démarrent. Donc, 10 ans plus tard, voilà. Donc, nous, on fait ça comme ça, un petit peu à l'envers. Une fois que les problèmes se posent, bon, les Russes l'ont fait d'une façon qui était quand même plus rationnelle. Ils ont pris Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est quand même sans doute eux qui avaient raison, même si leurs normes maintenant sont-elles appliquées ou pas. Bon, ça c'est un autre problème, mais en tout cas déjà elles ont le mérite d'exister. Et ces travaux scientifiques qui ont été faits ont le mérite d'exister. Ils sont d'ailleurs pas forcément très accessibles aujourd'hui. Il est question, les Russes demandent depuis des années à l'Organisation mondiale de la santé de les aider financièrement, simplement à faire une publication, une traduction, une mise à disposition de ces travaux quand même qui sont importants, qui ont été faits. Et, fin de non-recevoir, évidemment, depuis un moment. Donc, il semble que ce soit maintenant des sociétés privées qui voudraient aujourd'hui permettre la publication de ces travaux. Parce qu'on a été rencontrer des gens aussi à Moscou, qu'on ne voit pas là dans cet extrait-là, mais qui sont des vieux chercheurs, hein, mais qui sont quand même là, toujours vivants, qui ont participé à toutes ces expériences. Et bon, il faut profiter du fait qu'ils sont encore là, quand même, peut-être, pour qu'ils aident à ce que tout ça soit publié. Maintenant, c'est le problème des antennes relais du téléphone portable. Je crois que ça va être le gros problème du moment. Ça a déjà commencé. Et pas seulement en France, puisque ça va certainement prendre une dimension très européenne, voire mondiale, puisque les États-Unis ont ce problème aussi. Quand j'ai écrit ce livre, c'est mis d'ailleurs sur la page de couverture, j'ai dit ce livre ne milite pour aucune cause particulière. C'est vrai que j'ai pas fait le bouquin dans un sens très militant. Je voulais vraiment faire une enquête d'ailleurs qui avait démarré il y a des années. C'est vraiment un sujet qui me passionnait depuis presque une quinzaine d'années. Et plus les thérapies d'ailleurs au départ que les nuisances. Et puis c'est en réalisant peu à peu que finalement c'était les deux revers d'une même médaille. On avait là ces effets des champs ou des ondes relativement peu puissantes. On avait, selon évidemment la fréquence, la façon de l'utiliser, des effets bons ou mauvais. Et ce même désintérêt, cette même méfiance, cette même censure quelque part de la part. Donc on retrouvait ces deux choses-là. Je me suis rendu compte effectivement en faisant toute cette enquête que d'une part il y avait une longue histoire déjà de politique, économique, de suppression active d'un certain nombre de découvertes. Il y a eu des batailles quand même très très sérieuses qui sont racontées dans le bouquin, et qu'aujourd'hui une nouvelle bataille arrive. Et quand j'ai vu, là c'est très récent, j'ai commencé à assister à des réunions publiques, il y en a pas mal en ce moment organisées par les opérateurs du téléphone portable par exemple, pour dire les antennes c'est sans danger. J'ai vu appliquer des tactiques qui m'ont tellement énervé. C'est de la contre-information, de la propagande, du mensonge, de l'attaque par la rumeur et par la calomnie. Je veux dire vraiment des méthodes qui m'ont scandalisé en tant que journaliste et qui ont fait de moi quelque part maintenant quelqu'un qui est plus militant qu'il ne l'était il y a encore un an, parce que vraiment j'ai trouvé ça dégoûtant de la façon dont ils essayent de mener le débat, ou plutôt de ne pas mener le débat, de faire semblant de mener un débat et en fait de faire avaler de force un certain nombre de choses comme des normes qui soi-disant nous protégeraient. C'est ces fameuses, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu récemment, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont mobilisés contre les antennes, plein de maires qui ont pris des arrêtés pour leur imposer une distance de sécurité ou pour faire démonter certaines antennes. Il y a plein d'associations qui se battent contre ça. Et il y a la position officielle, celle des opérateurs, et malheureusement celle du gouvernement aussi à l'heure actuelle, c'est de dire « Ah oui, mais nous avons des normes qui nous protègent, ce sont des normes européennes. » Alors, il faut dire que ce ne sont pas des normes, ce sont des recommandations qui ont été votées, qui ont été adoptées par le Conseil européen. Donc le Parlement n'a jamais voté sur ces normes pour l'instant. Ce sont des recommandations. Et évidemment, on se situe en dessous de ces recommandations, que ce soit pour les téléphones portables, les antennes, etc. Alors, soi-disant, puisqu'on est en dessous, on serait en sécurité. Donc évidemment, on sait maintenant, et de nombreux scientifiques le disent, que ces normes sont absolument n'importe quoi. Elles sont juste fondées sur les effets thermiques avec un petit facteur, un facteur de sécurité pour qu'on soit bien en dessous, mais sinon elles ne tiennent absolument pas compte de tous ces travaux récents qui ont été faits sur l'influence des faibles puissances. Donc, or, on est en train d'essayer en France actuellement de faire passer ces normes dans la loi, ce qui est rare parce que dans la plupart des pays, elles restent au stade de recommandation, parce qu'on sait très bien
que ça va bouger, qu'elles sont basées sur des travaux trop vieux, que ça gueule trop, qu'on va être obligé de bouger. Les Français vont être un des seuls pays au monde qui aura mis ces normes très très imparfaites, qui ne protègent rien du tout, carrément dans la loi. C'est un décret qui doit paraître, on ne sait pas trop quand, mais dans les semaines qui viennent, et ça a été bien préparé puisqu'il y a déjà un arrêté du ministère de l'Industrie qui a été pris donc il y a un mois maintenant, suivi d'une circulaire au préfet, etc. Donc on est en train de bétonner cette histoire, et évidemment une fois que ce sera devenu un décret, une loi, ce sera encore plus lourd ensuite à faire bouger, et là-dessus les parlementaires n'étaient pas forcément d'accord, que ce soit du côté du Sénat ou du côté de l'Assemblée nationale. Il y avait des projets de loi qui étaient en préparation. Michel Rivasi, qu'on a vu dans le film, avait pour l'Assemblée nationale travaillé sur un projet de loi. Ces projets de loi ont été écartés, c'est le gouvernement qui a décidé d'agir par décret, et on est en train d'essayer de nous faire avaler ça, donc ces décrets soi-disant vont nous protéger, alors qu'au contraire on nous donne des normes qui sont tellement laxistes que tout est possible en dessous. Au niveau des thérapies, donc c'est important donc de savoir, les gens sont parfois étonnés qu'on dise d'un côté vous dites alors ces ondes ça peut être nuisible pour la santé, ça peut donner des cancers, ça peut donner des migraines, et de l'autre côté vous dites ça peut aussi soigner. Oui, parce que tout dépend évidemment d'une fréquence à une autre, on a une onde tout à fait différente, donc tout est question de dose, de puissance. Alors on ne va pas rentrer là dans les détails, mais ce qui peut soigner peut faire du mal et vice-versa. Alors ça, je vous montre juste ça parce que c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est un appareil à ondes millimétriques, donc c'est un appareil russe, ça on ne le trouve pas en France, d'autant plus que les Russes sont à peu près les seuls à savoir fabriquer, miniaturiser en tout cas les émetteurs d'ondes millimétriques, mais on espère que ce sera peut-être importé en France un de ces jours. Alors c'est à peu près ce type d'appareil en fait qu'on va sans doute voir se développer. Alors que ce soit là, l'onde millimétrique c'est une chose, il y a d'autres techniques qui sont le champ magnétique pulsé, qui est peut-être d'ailleurs un peu plus facile à fabriquer. C'est en général plutôt ça qu'on va trouver, et on peut aussi avoir d'autres techniques du type courant électrique, mais on considère maintenant qu'il vaut mieux ne pas avoir trop d'applications directes de courant électrique sur la peau parce que ça peut avoir quelques contre-indications. Le mieux, c'est ce qui n'a pas réellement de contact, donc c'est les ondes. Alors que, les ondes millimétriques, par exemple, qui ont des propriétés spécifiques de renforcement de l'immunité et des capacités cellulaires de se défendre, de se reconstituer éventuellement. Et d'autre part, les champs magnétiques pulsés qui ont un peu ce même effet selon effectivement la fréquence à laquelle on va les faire pulser. Tous les gens qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, de problèmes rhumatismaux, disons en général, de douleurs chroniques, douleurs du dos, etc. Et ça empoisonne la vie de tas de gens. Et il y a très peu de traitements médicaux vraiment adaptés, c'est-à-dire les analgésiques qui finissent par bousiller l'estomac, les anti-inflammatoires qui ont en général des gros effets secondaires, les infiltrations qui sont douloureuses, qui ne marchent pas tellement. Finalement, il y a des tas de gens comme ça qui souffrent sans que la médecine puisse réellement les aider. Or, on sait soit avec des ondes millimétriques, effectivement, ou soit de façon plus courante ici, avec des champs magnétiques pulsés, et ça se fait dans certains hôpitaux français quand même, mais très très peu, on peut très facilement maintenant soulager les douleurs et même guérir le terrain. C'est-à-dire qu'on voit, il y a eu des thèses de doctorat qui ont été passées récemment en France là-dessus, avec des radios, etc. On voit que des cartilages peuvent se régénérer, que donc même ce qu'on appelle les becs les crêtes de coq ou les becs de chevaux. Donc on les voit disparaître rien qu'avec l'action des champs. Donc on voit qu'il y a une vraie régénération. Et dans le cas de l'arthrose, qui est une maladie dégénérative où on dit en général on ne peut rien faire, il y a de réels et visibles progrès qu'on peut avoir par ces techniques-là. Donc il serait vraiment urgent et ce sont des appareils en plus qui sont là fabriqués de manière assez courante dans des pays voisins. Donc il serait important que les médecins français le sachent. Pour l'instant, il y a très très peu de gens qui le savent. Les kinés sont en général plus au courant que les médecins, mais les kinés se sont souvent arrêtés à des appareils électriques, avec un contact et un petit courant électrique. On peut faire maintenant la même chose avec des appareils beaucoup plus modernes et beaucoup plus pointus qui utilisent donc soit des ondes, soit des champs magnétiques pulsés. Et ça, là encore, souvent, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc, et on peut dire qu'on ne les y aide pas particulièrement puisque toute la littérature scientifique, disons la presse médicale, scientifique, etc., ne s'en occupe pas. Il y en a que pour, évidemment, les médicaments, la médecine pharmaceutique. Bon, ça, on s'en doute. La différence qu'il y a entre avant 1990 et après, c'est qu'avant, on avait ce qu'on appelle du réseau hertzien, c'est-à-dire qu'on était sur de la modulation de fréquence. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un brouillard.
les fréquences sont complètement irrégulières. C'est un peu comme si on a un éclairage diffus. Et depuis les années 90, on est sur du numérique. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue du bien-être, la problématique, c'est que vous avez des ondes qui sont pulsées, donc des fréquences qui sont précises, qui sont régulières. Et si jamais vous avez le malheur d'avoir des fréquences émises qui correspondent aux fréquences propres de votre organisme, vous avez des risques de désordre biologique. Une cavité protéinique avec différents ions à l'intérieur. Les ions, ils ont un petit peu le mouvement d'une toupie qui oscille. C'est-à-dire que tu as les ions qui sont en mouvement en rotation et mouvement en oscillation. La problématique qu'il y a, c'est que si tu prends l'ion calcium, par exemple, il a une rotation à 35 Hz et une oscillation entre 1 à 2 GHz. La problématique, c'est que ce sont les fréquences utilisées par les téléphones portables ou par les appareils électroniques classique. Et là, on est vraiment sur le cœur de la problématique. Tu as une mise en résonance de la cellule ou du système biologique en général, une mise en résonance par une excitation extérieure des ondes électromagnétiques. Il faut bien voir que la communication des cellules avec les autres se fait par des microchamps électromagnétiques. Donc, quelque part, tu as une excitation du système sur sa fréquence propre et tu as un risque de casser la liaison entre l'ion et la protéine. Et c'est ça qui va donc générer différents désordres biologiques. Autre chose qui est intéressante aussi, c'est toujours non thermique, là on est dans le non thermique, c'est ce qu'on appelle les canaux calciques. Des canaux ioniques, il y en a plein dans notre corps. On peut faire passer du sodium, on peut faire passer du potassium, on peut faire passer du calcium, on peut faire passer du chlore, on peut faire passer du glycérol, on peut faire passer de l'eau, parce que les membranes sont étanches. Ces choses-là. Donc il y a ces fameux canaux qui ont, comme tous les canaux, peuvent être ouverts ou fermés. Et donc, quand il n'y a pas d'ondes électromagnétiques, ces canaux, ils s'ouvrent et ils se ferment en fonction de transmetteurs chimiques. On sécrète des molécules qui font que le canal s'ouvre ou le canal se ferme. Sauf que n'oubliez pas qu'en physique quantique, une molécule n'existe pas. C'est un spectre de fréquence. Une molécule n'existe pas. À la base, c'est un spectre de fréquence. Je vous ai par exemple montré l'eau comme spectre de fréquence. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Et donc, s'il y a une des fréquences qui correspond à une fréquence de résonance de votre récepteur, il va s'ouvrir ou se fermer. Et c'est ce qui se passe quand vous envoyez une onde électromagnétique. Elle a une certaine fréquence. Si dans la modulation de la porteuse, il y a une fréquence qui correspond à l'ouverture d'un canal calcique, le canal va s'ouvrir, alors qu'il devrait rester fermé. Ouais. Donc là, on a ces problèmes de canaux calciques qui s'ouvrent ou se ferment de façon complètement non contrôlée. Pour que le canal s'ouvre, il ne suffit pas d'avoir la bonne fréquence. Il faut aussi qu'il y ait une cohérence de phase. Si on est en opposition de phase ou en quadrature de phase, il ne s'ouvrira pas. Si on est en opposition de phase, il se fermera. De nouveau, on voit l'importance de la phase ici. Là maintenant, on sait, c'est les canaux calciques, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est l'ADN, bien sûr, il est hydraté. Donc, il a des fréquences caractéristiques de résonance. En plus, il est entouré de magnésium, comme ça. Non, mais tout ça est aujourd'hui prouvé. L'impact sur la biologie, sur le corps. Nier qu'il y ait des effets non thermiques, c'est stupide. Les normes parlent d'un niveau de fréquence qu'on appelle la porteuse. Bon, cette fréquence, elle se situe en gigahertz, comme votre micro-ondes, bon, pour faire simple. Et cette fréquence-là, elle peut avoir des effets thermiques si elle est au-delà d'un seuil d'intensité. Enfin, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine intensité. Bien évidemment, la plupart des téléphones sont en dessous, parce que sinon on aurait le cerveau qui bout et ça ne durerait pas longtemps pour le fabricant. Donc, sur le plan des hautes fréquences, des micro-ondes, enfin, donc des radiofréquences, on a des intensités à un niveau tel qu'on n'a pratiquement pas d'effet thermique. Par contre, d'autres fréquences qui ne sont pas suivies par les normes, par personne, qui sont des ELF, Extremely Low Frequencies, des fréquences de bas niveau. Hein. Je ne parle pas d'intensité, je parle du nombre de battements par seconde qui est la fréquence. Donc ces ELF sont aujourd'hui reconnus dans tous nos travaux et maintenant dans la littérature internationale comme étant essentiellement les raisons de l'action biologique délétère dans un certain nombre de cas. Les ELF sont très bioactives. Et dans tous les téléphones, vous avez la porteuse, mais vous avez une modulation de cette porteuse qui se fait en ELF et qui est
quand on enlève la porteuse, évaluer, dans certains de nos travaux, on en parlera une autre fois, évaluer, et on sait maintenant très bien que vous enlevez la porteuse, vous laissez les ELF, eh bien la mortalité des organismes qu'on expose à ces émetteurs est encore plus forte que si on laisse l'ensemble du spectre fonctionner. Donc les ELF sont la majeure partie de la biotoxicité. Or, je vous le donne en mille, les ELF, il n'y a rien qui les arrête. Ces ELF, par exemple, c'est le type d'onde qu'utilisent les sous-marins nucléaires qui sont en plongée pour communiquer avec les satellites. Donc, qui est 100, 200, 300 mètres d'eau, ça ne les arrête pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de diminuer l'intensité, comme avec les systèmes qui disent on diminue l'intensité, ça ne diminue pas du tout l'action biologique néfaste. Il y a des centaines de travaux aujourd'hui qui démontrent que les faibles intensités que nous percevons de tout ce brouillard électromagnétique artificiel sont plus agressives que des intensités qui seraient plus puissantes. C'est-à-dire que les bases des normes actuelles ne tiennent pas compte de cela et les organismes vivants exposés à des faibles intensités, mais à certaines fréquences, sont beaucoup plus endommagés que ce que l'on pourrait penser. Les basses intensités de tous, en particulier des téléphones, sont très dommageables pour le vivant. Alors c'était aussi ce que nous proposait le professeur Montagnier et préalablement le docteur Benveniste. Il nous disait, et le professeur Montagnier l'a prouvé de différentes façons, que le support à queue était une bande magnétique capable de restituer des informations. Eh bien, nous le confirmons, nous, avec nos travaux. Madame Bastide avait fait, avec son travail sur les poussins, un peu le tour du monde avec ce travail-là, parce qu'elle montrait que le téléphone portable était à l'origine de 50% plus de 50% de la mortalité des poussins exposés, enfin des œufs exposés, embryonnés, alors que normalement, dans un élevage d'œufs embryonnés, pour faire des poussins, c'est 15% la mortalité. Nous avons observé que lorsqu'on filtrait les porteuses, c'est-à-dire les hautes fréquences, qui sont celles qui sont modulées pour faire qu'on entende des signaux qui nous disent des choses. Donc les porteuses modulées en basse fréquence, ces porteuses-là, quand on les éliminait par des filtres et qu'on gardait que les basses fréquences, les ELF, eh bien ces ELF étaient responsables de la mortalité de 78% des œufs. En d'autres termes, vous avez un smog, un brouillard électromagnétique, l'ensemble provoque une mortalité de 50% au lieu de 15%, mais si vous faites seulement les ELF, c'est-à-dire les extrêmement basses fréquences, on parle bien du nombre par seconde, on ne parle pas de l'intensité. Donc les extrêmement basses fréquences, ce sont des fréquences qui battent entre 0 et 300 fois par seconde. Et la modulation des porteuses des téléphones, la plupart du temps, est à 217. Donc c'est bien entre 0 et 300. Si on enlève ces porteuses et qu'on garde les ELF, la mortalité, c'est la plus élevée qu'on puisse imaginer, 78%. C'est du toxique, puisqu'on le fait 24 heures sur 24, mais est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui font leur téléphone 24 heures sur 24 ? Oui. Moi, j'en connais. Ce qu'il faut comprendre sur ce que disait Maurice, c'est que la porteuse, si on peut l'imaginer, c'est l'ancien fil de cuivre qui vous amenait le téléphone à la maison. Et la modulation, c'est les conversations qui passaient sur le fil de cuivre. Je crois qu'il faut voir comme ça pour bien comprendre, et ça permet de comprendre qu'on peut supprimer le fil de cuivre, mais la conversation reste toxique. 2 éléments clés sur le calcium. En fait, le calcium est un messager qui, suivant les flux des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, entraîne différents changements importants. Or, une des choses avec lesquelles on se trouve confronté avec l'exposition au champ électromagnétique, c'est-à-dire à un emprisonnement du calcium à l'intérieur de la cellule qui ne peut pas sortir. Et à partir de là, on se retrouve avec tout un tas de symptômes qui apparaissent. Voilà. Et bon, ça renvoie à des travaux qui sont faits par ailleurs par un Américain respecté au niveau mondial qui s'appelle Pal sur les canaux calciques, qui montre que le fonctionnement de ces canaux
est interrompu, perturbé, interrompu, pour précisément conserver le calcium à l'intérieur alors qu'il devrait circuler. On a pris, à gauche, vous avez un DAS de 1 à un DAS d'un téléphone normal. Et on regarde des rats qui sont exposés à une fréquence de 915 MHz avec ou sans modulation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 55% des rats qui ont des problèmes avec la porteuse non modulée. Par contre, s'il n'y a pas de modulation, l'effet n'est pas significatif. Il y a des variations, mais il y a les fameuses barres d'erreur qui nous permettent de dire pas d'effet. Maintenant, au lieu d'augmenter le DAS, baissons le DAS. C'est-à-dire, protégeons-nous des effets thermiques. Là, ça devient intéressant. C'est que maintenant, il n'y a plus d'effet significatif pour la porteuse non modulée. C'est normal, puisqu'on a baissé le DAS, donc elle est moins toxique. Mais par contre, on trouve des effets toxiques sur la modulation qui sont à 50 et 217 Hz. Et quand on regarde en global, c'est significatif qu'il y a un effet. Alors que j'ai baissé le DAS. Quand vous avez un fort DAS, peu importe que vous modulez ou pas. Mais dès que vous baissez le DAS, la pathologie se porte sur la modulation au lieu d'être sur la porteuse. Et les deux dernières courbes sont encore plus effrayantes. C'est qu'on a baissé le DAS à 10-2 et jusqu'à 10-4. C'est-à-dire des téléphones qui seraient considérés par les opérateurs mobiles comme du top de gamme, parce qu'ils ont un DAS extrêmement faible. Alors là, vous avez de la pathologie partout. Et surtout lorsque vous êtes avec un très faible DAS, vous êtes toxique à 8, 50, 210 Hz, que vous soyez... alors, pas la porteuse modulée, évidemment, mais tout ce qui est modulation est toxique. Donc, vous voyez le problème. C'est qu'on a une toxicité, enfin, on a un effet thermique avec le DAS, mais une toxicité qui vient de la modulation, surtout si le DAS est faible. Les antennes relais qui bardent les châteaux d'eau, il faut bien s'imaginer que ces antennes relais, elles émettent dans un sens dominant vers l'extérieur du château d'eau, mais il y a des lobes qui viennent à émettre à l'intérieur du château d'eau, avec de l'eau qui est stockée dans ce château d'eau. On peut clairement comprendre que l'eau qui est utilisée par la population et qui provient du château d'eau bardé d'antennes relais, c'est pas spécialement une bonne idée d'en consommer. Ça devrait être interdit. J'aimerais introduire d'abord un aspect. Tout corps conducteur d'électricité fait antenne. Antenne émettrice ou antenne réceptrice. Notre chaîne ADN, elle conduit l'électricité. Conduit les électrons. Double spirale, les électrons se baladent à 3 mètres par seconde. Donc, de fait, la chaîne ADN, quand elle est déroulée, elle conduit l'électricité. Même quand elle est bien compactée, elle conduit l'électricité. Et facteur aggravant, quand elle est compactée dans les chromosomes, elle est enroulée autour de protéines qu'on appelle les histones. Et ces enroulements constituent des bobines. Et n'importe quel électronicien qui a des connaissances de base sur les solénoïdes saura qu'un solénoïde est sensible à l'ambiance électromagnétique extérieure de par son enroulement. La chaîne ADN, y compris quand elle est enroulée, compactée dans un chromosome, est sensible à l'ambiance électromagnétique extérieure. Pour les aspects d'épigénétique, c'est-à-dire influence de l'environnement sur la lecture du génome, là, il y a un vrai sujet. ADN, antenne fractale, c'est pas moi qui le dis, Martine Blanc, c'est publié. ADN, antenne fractale, soumise à des ambiances électromagnétiques pulsées, c'est-à-dire hachées. Il y a donc des forces de Laplace. Quand on applique la loi de Lorentz, on a un effort mécanique sur la chaîne ADN, et ça peut faire vibrer, et ça peut conduire à des ruptures de brins d'ADN, dont on voit la signature dans le sang des protéines chaperones qui sont utilisées par le vivant pour réparer ces ruptures de brins d'ADN. Ensuite, j'aimerais introduire la question des canaux ioniques. Alors, canaux calciques, c'est-à-dire canaux par lesquels passe l'ion calcium. Ces canaux calciques, on les trouve dans les cellules musculaires. C'est eux qui permettent la variation de concentration d'ion calcium dans la cellule musculaire. Et c'est parce qu'il y a variation de concentration d'ion calcium dans la cellule musculaire qu'on a contraction des muscles. Si les ions calcium ne rentrent pas, sortent plus, il n'y a plus de contraction. Le deuxième point, les canaux calciques, ils servent dans la transmission des influx nerveux à libérer les neurotransmetteurs aux interfaces synaptiques. S'ils sont perturbés par l'ambiance électromagnétique, l'influx nerveux n'est plus transféré. Donc, on a des problèmes de transfert d'influx nerveux. Ensuite, les canaux au proton H+,
ces canaux protons H+, qu'on retrouve dans les mitochondries, qui permet entre autres la production d'énergie sous forme d'ATP, qui permet la production de chaleur, qui permet la production de neurotransmetteurs, qui permet la production de l'hème, c'est-à-dire notre capacité à transporter l'oxygène, un élément essentiel dans la respiration cellulaire. Ces mitochondries, il y a un processus en 5 étapes qui consiste à pomper de l'hydrogène d'une membrane à une autre et à fabriquer en permanence une pile. Et avec l'énergie qu'on stocke d'un côté, au moment de la libération de cette énergie, sous forme de libération de protons H+, on arrive à constituer la molécule, la protéine d'ATP. Ça se fait en plus grâce à la lecture d'ADN mitochondrial et grâce à la lecture d'ADN nucléaire. Donc on a 2 lectures simultanées pour arriver à la production de cette protéine complexe. Il se trouve que les ondes électromagnétiques peuvent interférer dans la lecture du génome mitochondrial et du génome nucléaire à tout moment. Donc, elles peuvent interrompre l'activité de la mitochondrie. Dans les applications de la mitochondrie, pour nous les hommes, je parle de la fécondité, la mobilité du flagelle du spermatozoïde, elle se fait grâce à l'activité mitochondriale juste en dessous de la tête du spermatozoïde. Si on perturbe la mitochondrie de ce spermatozoïde, la Formule 1 qui est sur les starting blocks, eh bien, sous ambiance électromagnétique, ça ne se fera pas. Et donc, ça s'appelle infertilité. J'aimerais insister sur les aspects influence des ondes électromagnétiques sur l'infertilité. Donc chez les hommes, on a compris, ça joue sur la mobilité des spermatozoïdes, ça joue également sur la production de spermatozoïdes. Il y a des magnifiques études qui montrent clairement ça, avec des cohortes exposées et les non exposées. Et donc chez les femmes, qui elles à la naissance contiennent tout le patrimoine génétique en termes d'ovules pour toute la vie, au moment du développement des ovaires, pendant la grossesse, eh bien sous exposition électromagnétique, on arrive à un processus incomplet sur le développement des ovaires et donc des ovaires lacunaires, voire même pas d'ovules du tout. La jeune fille qui vient de naître peut très bien être infertile dès la naissance. Et elle le découvrira 25 ans plus tard, évidemment. Parce que maman n'a pas pensé à être précautionneuse en termes d'ambiance électromagnétique dans le logement ou de proximité, parce qu'elle avait tout le temps le téléphone portable sur le ventre, et ainsi de suite. Et enfin, pour conclure sur les effets globaux des ondes électromagnétiques, la pollution électromagnétique n'est pas une pollution de plus. Il y a un aspect toxicité intrinsèque à l'onde électromagnétique pulsée, hachée. La toxicité, elle vient des variations, des fortes variations, et c'est ce qu'on observe avec le caractère haché. Il se trouve qu'au niveau électromagnétique, quand on a des fortes variations, eh bien, ces fortes variations produisent des courants induits d'autant plus violents que la variation est raide. Et donc, sur notre corps, on a tout un tas de courants induits qui se développent. Alors, on a un corps déjà qui est naturellement électrique parce que production endogène, mais si on vient rajouter des phénomènes de courant induit parasites, clairement, il faut s'attendre à des difficultés. Je reviens à la pollution électromagnétique, ce n'est pas une pollution de plus, parce que, outre sa toxicité intrinsèque, elle a pour effet majeur de déprotéger la physiologie du vivant par rapport aux pollutions externes. Par exemple, dans l'environnement, nous sommes déjà bien multipollués avec de l'agrochimie, de la chimie industrielle, des métaux lourds, mercure, plomb, aluminium, etc. La physiologie est constituée du vivant, notamment chez les mammifères, est constituée de barrières qui permettent de tolérer plus ou moins, selon le niveau d'exposition à vie, à ces constituants toxiques. Et ces barrières, il se trouve qu'elles viennent à être neutralisées, à disparaître sous effet des ondes électromagnétiques. Je pense en particulier à la barrière hémato-encéphalique qui vient devenir poreuse, tellement poreuse qu'elle laisse entrer les macromolécules qui normalement ne devraient pas rentrer dans le cerveau, elle les laisse entrer et du coup on accentue l'effet neuro-inflammatoire dans le cerveau qui peut contribuer à ce qu'on observe chez les électro-hypersensibles. Nous sommes depuis des millions et des milliards d'années exposés à une onde électromagnétique naturelle qui n'est pas pulsée, c'est la lumière du soleil. Et d'ailleurs, même quand elle n'est pas pulsée, il ne viendrait à l'idée de personne de rester 12 heures par jour en plein soleil. Chacun a compris qu'on risquait des problèmes de santé par rapport à la peau, qui est un organe comme un autre. Donc il faudra qu'on m'explique simplement pourquoi le soleil serait-il dangereux en restant exposé 12 heures par jour, et pourquoi les ondes électromagnétiques artificielles, parce que c'est de ce dont on parle ce soir, pourquoi les ondes électromagnétiques artificielles ne présenteraient-elles aucun danger sur la santé ? Internet, c'est un outil fantastique.
contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, qui veulent le rationner, l'interdire, etc. C'est une bibliothèque universitaire à la maison. Pour ceux qui savent chercher, on a accès à toutes les bibliothèques scientifiques du monde depuis son canapé. Et la science, la vraie science, c'est le partage des connaissances, c'est l'émulation et la confrontation des trouvailles des équipes aux quatre coins du monde. C'est ça la vraie science. Okay, so we've got a lot of work to do. Let me just say, on my, I submitted on the site not only my slides, but also a 90-page document that has documentation on everything that I'm going to talk about. So I won't give you any documentation whatsoever here. We don't have time for it. I'm sorry. The current U.S. and international safety guidelines are based only on thermal effects, but there are many non-thermal effects that occur at levels orders of magnitude lower than those allowed by these guidelines. So the guidelines are almost totally irrelevant to the actual health effects. And so what I'm going to do here is talk about initially 8 things that are extensively documented and based on large numbers of review articles that have been written. Okay, and first one I'll talk about is lowered fertility. There are a whole bunch of mechanisms that are involved in producing lower fertility, and as I'll say later, we're in terrible trouble on this. We're already seeing huge effects in human populations. There are also neurological and neuropsychiatric effects based on 25 reviews. And if you look at these things, if you have time to read them, you'll see that they include all the things that almost everybody is complaining about nowadays. And we know that those are caused by EMF exposures based on many, many different reviews. We're already in great trouble on these. There are also cellular DNA damage of 3 different types based on 21 reviews. And these are very important for causing both cancer and for causing germline mutations. I think we're probably in great trouble on those as well. We have high levels following exposures of, I guess I'll move over here, of apoptosis, programmed cell death, based on 13 reviews. That's important for these reasons. And you get oxidative stress and free radical damage based on 19 reviews. So these are all extensively documented. There are still other things going on here. Oops. You get endocrine effects, and a large number of different endocrine effects. As far as I can tell, every single hormone system in the body is impacted, and there are 12 reviews regarding hormonal effects. You get excessive intracellular calcium, and this, as you'll find out later, is the cause of almost everything that I'll talk about. So this is the underlying cause behind everything else. There's cancer. There are 35 reviews on cancer causation by EMFs. And it includes everything that goes on in the whole process of carcinogenesis. Now, pulsed EMFs, EMFs that pulse up and down, are in most cases much more biologically active than our non-pulsed or what are called continuous wave EMFs, and that's been shown in 13 different reviews. Because all wireless communication devices communicate via pulsations, they are potentially, and I believe actually, much more dangerous. So that's obviously a major issue. There are several other effects for which there is strong evidence, but not the kind of overwhelming evidence that we talked about before. There are cardiac effects that affect the electrical control of the heart. They are life-threatening. There's also evidence for very early onset Alzheimer's and other dementias, and those are obviously very consequential. We also get ADHD and autism, apparently caused by late prenatal and early postnatal EMF exposures. It's my opinion that these are caused by the effects of intracellular calcium on the development of the synapses during the early development of the brain. So how does all this work? And this is my own work. EMFs act primarily by activation of what are called voltage-gated calcium channels, and I abbreviate those VGCCs. And so what are these? These are channels that are in the plasma membrane that surrounds all of our cells, and when they're activated, they open up and you get
excessive calcium flowing into the cell, and it's the excess calcium in the cell that's responsible for most, if not all, of the biological effects. So there are several pathways by which this excessive calcium here work. And one of them is you get high levels of nitric oxide and superoxide, which react to form peroxynitrite, which is a potent oxidant, breaks down to form reactive free radicals, produce oxidative stress, and also produce inflammation via NF-kappa B activation. So those are all involved in producing pathophysiological effects. You also get effects through excessive calcium signaling over here. Calcium signaling is very important in the cells of our bodies, and when you get too much of it, you get pathophysiological effects. There's another way in which this calcium works. When you get excessive nitric oxide, it can bind to cytochromes, and that produces some responses. Nitric oxide also works via a nitric oxide signaling pathway. That produces therapeutic effects. There are genuine therapeutic effects of these EMFs, and that's the primary mechanism by which they work. There are 4 reasons why EMFs are much more active in children than in adults. Children have much higher surface to volume ratios. Children have high densities of stem cells, which are very sensitive to the EMFs. The developing brains of the children seem to be especially sensitive to the EMFs, and the tissues in the children have higher water content, and that also is important in increasing sensitivity. For these reasons, things like Wi-Fi and cell phone tower radiation in schools should be a major concern. Okay. Several of these effects, I'll go through these very quickly, show cumulative and eventually irreversible effects. And so what that means is basically the same exposures produce more and more severe effects, and they become irreversible with time. And so when you have that kind of situation, obviously you're in great trouble. I think we're already very far along in terms of the reproductive effects and the neurological to neuropsychiatric effects, and probably also the germline mutational effects. And these each produce existential threats to our survival. Now, let's talk about 5G, and this is my last slide. 5G will entail the use of much higher frequencies and pulsations than our current microwave devices. The much higher pulsations allow 5G to carry much more information, but basically because of these high frequencies and high pulsations, the biological effects I predict will be much, much greater because of the activation of the VGCCs. The other problem with 5G is they're planning to put out tens of millions of these antennae all over the place, so that it'll be almost impossible to avoid exposures. And so these are going to be all over. And the reason for that, I think maybe somebody else can discuss, because I don't seem to have any time to do that. So let me just say the current plan, which has already been approved by the U.S. Congress and the FCC, is to put out tens of millions of these 5G antennae, irradiating every single person and every other organism in the whole country without even a single biological safety test of genuine 5G radiation. This is, in my judgment, absolutely insane. Thank you very much. Sur ce bioélectronogramme, vous avez un point milieu qu'on appelle le point de santé parfaite. Et on va avoir 4 cadrans qui vont apparaître. La zone 1, on appelle ça le milieu acide et réducteur. Acide parce que le pH est inférieur à 7, réducteur parce que c'est un milieu qui est chargé en électrons. Au-dessus, un milieu acide en zone 2, mais qui est lui oxydé, c'est-à-dire qu'il a perdu des électrons. L'oxydation a été plus forte que les antioxydants. En zone 3, on va avoir un milieu basique et oxydé, et en zone 4, un milieu basique et réducteur. L'alvéole, c'est la zone pour le sang, la zone de valeur acceptable pour le sang. Le sang ne peut pas se décaler plus que ça. Il y a des zones du corps qui doivent être acides, par exemple, tout le système digestif est légèrement acide, l'urine est légèrement acide, le sang doit être légèrement alcalin. Certains organes doivent être plus acides, d'autres plus alcalins, donc quand ton sang devient alcalin, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que le sang, il va véhiculer énormément de minéraux. Pourquoi? Parce que les tissus se sont acidifiés et que ces tissus ont besoin de recevoir énormément de minéraux alcalins pour compenser cette acidité.
Donc vous comprenez, quand on mesure de l'alcalinité au niveau du sang, c'est pas que tout va bien, c'est qu'au contraire c'est le feu et que le sang est obligé de véhiculer énormément de minéraux pour neutraliser ce feu. Donc dire qu'il y a acidification de l'organisme, c'est-à-dire des tissus de l'organisme, ou qu'il y a alcalinisation du sang, eh bien ça revient exactement à la même chose. Dans les cas de cancer, on observe un sang alcalin. Pourquoi? Parce que ce sang, il véhicule énormément de minéraux pour essayer de neutraliser l'acidité extrême des tissus. Et vous voyez sur le schéma suivant, par exemple, bien que le point de santé parfaite reste toujours le même, à peu près au centre, avec un RH2 donc de 21, un pH de 7 et quelques. Donc là, tout va bien. Et on voit que bien si le sang s'alcalinise et qu'il s'oxyde, eh bien on va doucement vers des thromboses. C'est des terrains à thrombose, des terrains à leucémie, des terrains à cancer. À l'inverse, si il s'oxyde, mais qu'il ne varie pas beaucoup au niveau acidité, alors à ce moment-là, on va pouvoir avoir apparaître de la polio, de la tuberculose. Force est de constater que, à notre époque, la majorité d'entre nous tend vers la zone 3. La zone 3, milieu basique et oxydé, c'est un peu le reflet de notre civilisation. La chimie redox, ça peut être totalement indigeste, ça peut être très compliqué, je vais vous la simplifier. On va mettre l'eau au milieu, c'est le centre, c'est la vie, l'eau c'est la base de tout. En allant sur la gauche, l'eau gagne des protons, ça fait des H3O+, c'est l'acidification. En allant vers la droite, l'eau perd des protons, H2O moins H+, COH-, c'est l'alcalinisation. On est sur la notion de pH. Et ben on va rajouter un axe. Et ben cet axe, c'est l'axe du potentiel redox. En allant vers le bas, on gagne des électrons, c'est de la réduction, c'est du gain d'énergie. Et en allant vers le haut, on perd des électrons. C'est l'oxydation, c'est une perte d'énergie. Ça se mesure par le potentiel redox, ou on peut le transformer en potentiel électrique, c'est un peu équivalent. En fait, la vie, elle se balade à 45 degrés sur ces deux axes. Une pente moyenne de 59 millivolts par unité pH. Ça, c'est la vie, c'est dans l'eau, ça se passe comme ça. Et en fait, ce qui va compter, c'est l'écart par rapport à cette pente moyenne. Et donc ça peut se lire par la notion de RH2 ou de PE plus pH. La vie, c'est un petit courant électrique entretenu par le Soleil. C'est un prix Nobel de physiologie qui a dit ça. Et c'est parfaitement vrai. C'est la photosynthèse qui est à la source de toute l'énergie au départ. Qu'est-ce que ça nous apporte de rajouter ce deuxième axe? Le pH pouvait paraître assez simple. Il y a une corrélation entre les deux. En fait, ce qu'on voit, c'est la distance par rapport à la courbe, à la pente moyenne qui est intéressante. Et ce qu'on nous apprend, et pourtant dans des bouquins qui sont vraiment des références et qui donnent plein de choses intéressantes, c'est que la disponibilité des éléments nutritifs, ça dépend du pH. Et en fait, c'est de la thermodynamique, ça date des années 40, 50. Et en fait, ça dépend du pH et du potentiel redox. Et on voit bien que ce qui va faire qu'on a des nitrates ou de l'ammonium, c'est bien la distance par rapport à cette pente moyenne. C'est pas le pH uniquement ou le redox uniquement, c'est le PE plus pH. Si on passe notre temps essentiellement dans cette zone-là, de pH et de redox dans les sols, notre forme d'azote dominante, ça va être des nitrates, avec tous les problèmes qu'on a évoqués pendant ces 3 jours. Si on passe notre temps essentiellement ici, la forme dominante, ça sera de l'ammonium, et donc une forme bien plus intéressante pour les plantes. Alors dans la réalité, en fait, ça va fluctuer, et puis l'idée c'est ça, c'est d'arriver à rester dans cette zone où on va être en ammonium dominant, et l'agriculture du vivant, en fait, c'est ça un des points importants, c'est qu'on va modifier la forme d'azote dominante dans les sols. La racine va être chargée négativement, donc l'absorption de tous les ions positifs, c'est une attirance, c'est un phénomène passif, ça rentre naturellement. Quand on passe sous forme de nitrate, on a une charge négative qui est naturellement repoussée par la racine qui est négative. Et donc le processus d'absorption, ça devient actif. Et une racine d'une plante qui absorbe des nitrates, elle respire 10 à 15% de plus qu'une racine qui absorbe de l'ammonium. Donc ça, c'est un coût énergétique. En plus de ça, la plante va devoir réduire les nitrates en ammonium pour faire des protéines. Ça lui coûte encore 15% de plus que si elle absorbe des nitrates. La plante, elle a déjà perdu 30% d'énergie en plus, juste parce qu'elle a absorbé des nitrates. Et si, en plus, il y a un stress hydrique, l'efficience de l'eau chute fortement. Une plante qui absorbe des nitrates a besoin de beaucoup plus d'eau pour être transformée. Et l'efficience de l'eau, elle baisse jusqu'à 50%. Vous voyez rapidement que le simple fait de changer la forme d'azote dominante dans nos sols, on va pouvoir améliorer terriblement l'efficacité de toute cette alimentation. Alors en plus de ça, ces diagrammes pH redox, ils sont valables pour tous les éléments. Ça va nous déterminer tous les risques de carence et puis tous les risques de toxicité pour les éléments qui sont toxiques.
Et si on commence à regarder toutes les carences, toutes les toxicités, on voit que la zone où on n'aura pas trop de problèmes, elle devient assez réduite. Donc ça nous guide vers en fait une cible qu'on va essayer d'avoir pour que nos plantes soient relativement équilibrées et puissent avoir une alimentation équilibrée. Tout est régulé dans une plante par des signaux redox. Quand on dit tout, c'est tout. Il y a des publications, il y a des milliers de publications en moins de 15 ans qui nous disent que ça joue sur toute la physiologie, le métabolisme, la phénologie, donc les différents cycles vont être déclenchés par des niveaux redox, les interactions avec les bioagresseurs, la perception du milieu extérieur, de la température, de la lumière, tout ça, c'est des signaux redox. Je pense que j'ai 3000 publications scientifiques qui convergent pour dire que ça fonctionne comme je vais vous montrer. Les plantes, elles doivent maintenir un niveau d'équilibre pH redox, qu'on appelle l'homéostasie. Le problème, c'est qu'elles vivent dans un environnement où ça bouge énormément. Et en plus de ça, tous les stress biotiques et les stress abiotiques, donc tous les changements de température, les extrêmes de température, les stress hydriques, l'ensoleillement, tout ça, ça va se transformer en stress oxydatif dans la plante. Tout ce qui est attaque d'insectes, de pathogènes, ça va se traduire en stress oxydatif dans la plante. Et donc, la plante, elle a besoin de réguler tout ça. Donc les différents organelles dans la cellule vont être à des niveaux redox différents. Le chloroplaste, qui capture l'énergie, qui vraiment est très réduit. Le noyau fonctionne à un niveau un peu moins réduit, mais quand même très réduit, sinon on détruit l'ADN. Surtout les mitochondries, qui sont en fait la centrale énergétique, c'est le niveau fondamental. C'est le métabolisme, l'énergie ne fonctionne pas si c'est pas maintenu. Pour maintenir ça, la plante, elle a des systèmes de tampons chimiques. Donc c'est des molécules qui donnent des électrons ou des protons, ou qui prennent des électrons ou des protons pour réguler le pH redox. Ça, c'est à court terme. Et puis, quand ces tampons chimiques sont dépassés, ça déclenche l'activation de gènes, ça va former des protéines qui vont réguler. Mais alors ça a un coût énergétique. Pour former des protéines, ça coûte de l'énergie. Les plantes trop acides, trop oxydées, elles vont mettre les terminaux d'oxydation, ces produits très acides, très oxydés, elles vont s'en débarrasser dans les parois. Ça lui permet de maintenir le niveau cellulaire fonctionnel, et puis on évacue. Mais le principal paramètre de régulation, c'est qu'elles vont réguler le milieu extérieur au niveau de la rhizosphère. Et ça va être des transferts. Alors les plantes dans un milieu trop réduit, il n'y a que les plantes capables de pomper de l'oxygène au niveau des racines pour réoxyder, qui vont être capables de survivre. Dans les cultures, c'est le riz. La plupart des autres cultures, 3-4 jours sous l'eau, ça n'aime pas du tout. Le plus souvent, on est dans des milieux trop oxydés. Et ce qui va permettre de réguler, c'est que la plante va pomper des produits de la photosynthèse, les descendre au niveau de la rhizosphère. Ça modifie le niveau pH redox au niveau de la rhizosphère. Et ça oriente les populations de micro-organismes. Tous les micro-organismes ont un niveau pH redox optimum. Et quand ils arrivent à se développer, ils tirent le milieu vers ce niveau-là. Donc la plante oriente la population de micro-organismes, les nourrit, et ça permet de modifier le pH redox au niveau de la rhizosphère. Et en même temps, ce pH redox au niveau de la rhizosphère détermine largement les populations de micro-organismes. En plus de ça, ce niveau pH redox, ça va déterminer, on l'a vu, la solubilité de tous les éléments nutritifs, les différentes formes, et des carences ou des toxicités vont se transcrire en signaux redox, en stress oxydatif dans les plantes. On peut voir ça comme une batterie, en fait. Le carbone stable, ça va être les compartiments de la batterie. Il en faut suffisamment pour stocker les électrons. Et puis le carbone labile, l'activité biologique, ça va être le niveau de charge de la batterie. Donc on est sur un système électrique, en fait, après. Ça devient assez simple. Sur un sol trop réduit, en fait, on va passer en fermentation. Il n'y a plus d'oxygène, elle n'arrive pas à respirer. Donc, en gros, on a un carburateur plein d'essence, il y a plein d'énergie, mais il n'y a pas d'oxygène, on a noyé le moteur. C'est ce qu'on va avoir sur des sols compactés, qui s'engorgent rapidement. Et ce qu'il faut voir, c'est que les fluctuations sont très rapides. Sur un sol compacté qui s'engorge, en 2-3 jours, on descend dans des redox très bas qui sont très asphyxiants. Et puis ça sèche, et 3 jours après, on est dans des redox très élevés qui vont poser ce genre de problème. Donc la plante, elle est obligée de pomper des produits de la photosynthèse pour rééquilibrer au niveau redox, pour maintenir son équilibre. Toute l'énergie qu'elle passe à le descendre au niveau de la rhizosphère, elle ne fait pas de surface foliaire, qui est sa capacité de réduction, d'accumulation d'énergie. On a 7-8 ans d'études, des dizaines de milliers de mesures dans des sols différents. En gros, à quoi on arrive, ça ne va pas vous surprendre. Un équilibre pH redox et puis conductivité électrique aussi, qui est un troisième paramètre important, ça repose sur des sols vivants. Voilà. Donc en faisant des sols vivants, on régule
ce pH, ce redox, on met les plantes dans un environnement qui leur va. Et puis il faut bien voir que la microflore autour de la rhizosphère, c'est l'équivalent de la microflore dans un tube digestif. Les plantes, elles ne seront pas forcément attaquées par les bioagresseurs. Elles le seront que si elles sont déséquilibrées au niveau pH redox. Donc quand on met tout ça en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque plante va avoir son niveau d'équilibre pH redox. Les champignons, les biotrophes, ils vont être un peu au-dessus, à gauche. Les nécrotrophes vont être encore plus oxydés, plus acides. Les virus vont être plus basiques et plus oxydés. Les zoomycètes vont être un peu plus alcalins, un peu plus basiques, et les bactéries pathogènes vont être encore plus. Les insectes vont être par ici aussi, les nématodes dans cette zone-là. Alors avec une question, tout ça, là en fait, le point commun, c'est qu'il y a de la chitine. Est-ce que ça a un rôle? On se pose plein de questions. Et en fait, la plante trop oxydée, eh ben, elle va chercher, elle n'a pas l'énergie pour tuer le champignon par réduction, elle va le tuer par suroxydation. Elle va chercher à l'emmener là-haut. En fait, c'est à base d'eau oxygénée. Tout ça, c'est régulé par l'acide salicylique, l'acide jasmonique, gibérellique, l'éthylène, l'acide abscisique. Une particularité des nécrotrophes, c'est qu'ils sont capables de résister à cette suroxydation par de l'acide oxalique. Donc en gros, ça va être une lutte entre la plante et le bioagresseur pour tirer le milieu vers son milieu optimum. Et celui qui gagne l'emporte. Les feuilles en vieillissant s'acidifient et s'oxydent globalement. C'est lié à la photosynthèse très fortement. Le gradient et la dynamique pH redox des feuilles, ça c'est sur du riz, correspondent exactement au point d'entrée des différents types de pathogènes et au moment d'entrée. Et on arrive en fait à lire la santé des plantes par ces paramètres. L'équilibre redox des sols, ça va conduire à l'équilibre redox des plantes, ça va conduire à l'équilibre redox des animaux. Là, on a une grille de lecture, comment, en déséquilibrant au départ, on déséquilibre toute la chaîne. This might be the beginning or the end of things, I'm not sure. I feel like I don't even know what the truth is anymore. Do you? I do know that we have been lied to and manipulated for too long. Far too long. I'm sick and tired of it, goddammit. We hide in our homes, scrolling through feeds of other people's fantasy, made-up lives, while the algorithms give us bite-sized information tailored to what? Corporations, lying politicians, and foreign powers want us to see and believe. We blindly clicked accept to their terms and conditions too many times. And now we are owned. And we have been reduced to nothing more than data to be bought and sold to the highest bidder. So they can sell us more crap we don't need. Make us angry at things we never cared about. We've turned into consumption machines, destroying each other. And the only planet we have. Whatever happened to human dignity and privacy? We thought we had escaped into our own quiet little worlds, but no. No, they had to invade our minds. They want to control and manipulate the entire reality. But I have to wonder, who are they? Is there even a they anymore? Maybe the algorithms and AI have become the new they. And maybe they now control us and manipulate us. Well, they know us better than we know ourselves. We have to wake up. It's time to wake up. Wake up, people. Wake up. Don't just sit there watching. Do something.